connaissez sûrement, mais dont vous allez découvrir les faces les plus cachées. Vous pensez connaître la charte? Eh bien, il vous reste beaucoup à découvrir. Je vous invite tous, nobles damoiseaux et gentes dames, à venir voyager avec nous à travers le temps, à venir découvrir ce qu'était la charte depuis son commencement jusqu'à nos jours. Pour cela, je sais bien que nous ne sommes pas de la même époque, mais je vous prie de mettre en mode silencieux vos appareils électroniques qui envoient des ondes fort agréables à vos oreilles de médiévistes. Une fois cette précaution prise, je vous invite à embarquer dans une épopée inoubliable qui, je l'espère, fera voyager autant que nous l'avons fait. Bon spectacle. Au commencement était la charte. Libre et indivisible, elle peuplait moult contrées du vaste et prospère comté de Toulouse. Ces créatures proliféraient et se développaient au gré des saisons, travaillant la terre, bâtissant Sauveté, Castelnau, Villeneuve et Bastide, suivant le bon vouloir des seigneurs locaux, ne ménageant ni leur peine ni leur argent pour entretenir leur foyer et tenir leur manse. La charte était la fierté de Toulouse-la-Rose, qu'on appelait ainsi car chaque événement joyeux, les Toulousains l'arrosent. Et chez ce peuple si simple et si enjoué des chartistes, si reconnaissant pour les bonnes choses que procure la terre, les occasions d'arroser faisaient léger. Tout était calme en tout lieu, autant que le désirait le vaillant comte de Toulouse, Raymond VII, qui avait le peuple chartiste sous sa protection. Mais lorsque survint l'an 1229, et que le comte dut se résoudre à faire amende honorable devant le jeune roi Louis, les chartistes sentirent leur fin proche. 2 lustres plus tard, Raymond VII s'éteignait dans la bourgade de Millau. Orpheline et vulnérable, la charte manqua de disparaître. Le roi de France installa ses agents à la tête du comté, et les chartistes furent chassés comme des hérétiques. Certains de ses membres succombèrent à la noirceur venue des pays de l'Angleterre. D'autres décidèrent de s'acclimater aux us et coutumes du domaine royal, trop attachés qu'ils étaient à leur carré d'herbe jaunie et à leur canard. Mais quelques-uns décidèrent de résister encore et toujours à l'envahisseur en ne cultivant plus leur terre, mais leur tête. Ils laissèrent tout derrière eux et quittèrent le pays des ancêtres à la recherche de contrées moins hostiles où ils referaient leurs forces avant de revenir à Toulouse et reprendre la place qui était la leur. Ici commence le récit de leur long périple. Ici commence l'épopée de la charte. Raconte-moi, ô muse, les tribulations du subtil peuple qui ira si longtemps après qu'il eut été chassé de la cité sacrée de Toulouse. Et il vit les cités de peuples nombreux, et il connut leur esprit, et dans son cœur, il endura beaucoup de maux pour sa propre vie et le retour de ses compagnons. Dis-moi une partie de ces choses, déesse, fille de ne pas. Chante aux muses la colère des perfides anglais qui causèrent de lourdes pertes aux bras des paisibles sujets de France par leurs multiples chevauchées dévastatrices. Amputé des membres les plus valeureux de sa chevalerie après une terrible bataille dont le nom ne se dit pas, le peuple français eut encore à souffrir les désastres de la peste. Tous ceux qui avaient évité la noire mort, échappés aux disettes et aux armées, étaient rentrés dans leur demeure. Mais le peuple de Chartres restait seul et loin de son pays. Exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchaient de marcher. Les chartistes se rallièrent donc derrière des chefs qui surent gagner sa confiance. Ne pouvant souffrir de voir le royaume tomber sous les coups des archers d'outre-Manche, ils s'engagèrent auprès de Jean III de Grailly. Je suis le capitaine de Bouche.
celui-là même qui réprimanda la grande jacquerie de l'an 1358. Quand les affrontements reprirent, ils se battirent à ses côtés, tels des lions sauvages. Les chevaliers sans peur, les guerriers redoutables, pleins de malice, qui un quart d'heure avant leur mort étaient toujours en vie. Anno 1400. C'était pas ma guerre. Anno 1492. La Pax Rediit dans le Regnum Francorum, Juvenis Rex Charles VIII, Imperat enfin solus et nobili viri, Sétienne Piegi. Les chartisti semper, en quête d'aventure, caerunt à rencontrer d'illustrossimos dominos qui leur fournirait panem et linguam latinam. Volunt, en effet, educationem optimam en matière militari et intellectuali afin des superiores esse à la merdas calicas. C'est alors qu'il vit à Touliam un étrange quidam, un chevalier qui nommé erat Laurent Zucat de Champagne. Il est magnus et sempias vir, reveni ex Italia, visitavit Neapolis, Roma, atque Florentia, ubi il rencontra Laurent le Magnifique, qui mutavit vitameius, audite ia gesta du chevalier d'Avzou, uius domini. Puis-je donc par ici, on fatrouille à mon sujet sans que j'en suce rien. Apprenez, gentes dames et damoiseaux, on ne présente pas le chevalier d'Avzou IV, Ange de Champagne. C'est à lui seul qu'échoit l'honneur d'esquire les mots qui en convoitent ses sorties. On ne joile pas le chevalier d'Avzou, on louit et on l'applaudit. Et puis vous là-bas, oui, vous le drôle, que vous foiblouez encore en latin? Vous êtes clair, à ce que je sache? Non. Point de curé, point de latin. Mais puisque vous tenez tant que si à ouïr ma bonne aventure, Henri allons de Rochesse, morte couille. Je suis le fiot du sieur d'Avzou III de Champagne, un berruet qui a vaillamment guerroyé dans l'Ost et a moult fois pourfendu et estrié les Anglais, avant que le bon roi ne les boute hors de France. Je suis moi-même allé à la Mortagne, il y a quelques lustres, guerroyer sans répit, avec bravoure, sans trépasser ni faiblir. Bon, c'était une guerre folle, un véritable attrapoir à gredin. Peste soit du duc de Bretagne qui voulait guerroyer contre son roi. J'étais pris dans la bataille, je n'y pouvais ni haut ni jaune, et je suis prestement parti, mais sans trouiller, tu Dieu. Je ne voulais point me faire prendre et me retrouver à giguedouiller au bout d'une corde ou à moisir au fond d'un cachot comme cette bourse molle de Louis d'Orléans. Alors, j'ai convoyé avec les baronnets vers Milan, où la pitance est bonne et la vinasse bouléante. Les Italiens aiment tant les jactances et ont pris plaisir à audire les récits de mes exploits. Et je me suis même fait quérir quelques troubadours. Oh là les drôles, venez donc chanter ma geste.
se souvint de la dame qu'il aimait. Pour elle il pria qu'on les prie, et cria en revenant qu'on ne l'y prendrait plus, de douter, de maudire sur la force des tronchoirs. Et puis cependant il lèverait au noir. Le champ était couvert de sang et de râle, pas une trace d'une armée ou compagnie. Les Bérangers recherchant le lys royal, un jeune archer il trouva en l'encre réduit, qui tendit une main pour sauver sa vie. Pleurant sur son sort, le Seigneur en fut touché, et il gagna la première des maisonnées. On soigna le soldat et il put s'en aller. Quoi qu'on dise, les Français à Bougères se sont mauvais. Médiéval, les problèmes techniques existent. Vous avez rencontré ce fameux chevalier d'Avezou, prince de Champagne, n'est-ce pas? Putain, c'est pas drôle. C'est un personnage, oui, fort intéressant. Et figurez-vous qu'il inspira bien des légendes, bien des choses en Chartres que justement nous vous invitons à découvrir. Mais vous savez, passer d'une époque à l'autre, sauter du coq à l'âne, de la médiévale à la moderne, c'est tout un chemin. Et parfois on s'égare dans les espaces des temps. Bref, j'espère que vous appréciez néanmoins le voyage, car il ne devrait pas tarder avant. Ah, le goût du voyage. Ah, l'Italie et ses merveilles architecturales, artistiques, météorologiques, culinaires. Quel esprit ne bat la campagne? Qui ne fait château en Espagne? Le chevalier d'Avezou avait réveillé chez les chartistes le goût de l'exotique méditerranéen, de la sprezzatura et de la cosa piccola. Ils traversèrent les Alpes et visitèrent le duché de Milan, où ils firent connaissance de l'illustre architecte, peintre, ingénieur, philosophe, anatomiste, astronome, diplomate, inventeur, compositeur, poète, scientifique, physiologiste, mathématicien, sculpteur barbu, Léonard de Vinci. Ils tentèrent de percer le secret de son génie avant de parvenir à la conclusion suivante. C'est en forgeant que l'on devient forgeron et c'est en sciant que Léonard de Vinci. Votre Majesté, nous sommes fort fiers de nous retrouver à votre cour. Permettez-moi de vous introduire Monsieur Da Vinci, Monsieur Leonardo. Leonardo! Tu as fait mon voyage? Ah si. Tu dois avoir chaud. Femme! Va nous porter de l'eau. Écoute, Léonard, je t'ai amené ici pour que tu puisses travailler. J'ai beaucoup de projets pour nous. Ici, tu pourras décider, regarde, de ces jardins. Ils sont jonchés de gentianes, de roses et de lys qui fleurissent et qui font fleurir les grands nouveaux français.
Et regarde ce kilo lucé magnifique que j'ai fait faire pour toi. Ah, comment le trouves-tu? Je connais pas les mots. Dessine ces appliques échancrées, dont la silhouette est aussi vivace et aiguisée que l'esprit français. Leonardo, j'ai beaucoup de projets pour toi. Tu sais, comme chacun sait, comme le soleil tourne autour de la France, il faut que je fasse de mon royaume la capitale de la culture et des arts. J'ai appelé ce projet Translatio Studi et Imperi. Ne t'occupe pas de l'Imperi, je m'en occuperai. Mais j'ai besoin de toi pour la Translatio Studi. Et pour cela, je voudrais te poser une question, Leonardo. Viens, affrontons les jardins. Leonardo, pour toi, quelle est la plus belle des langues? La langue des langues. Non, italien, non? Non, une langue plus universelle, qui parle au plus grand nombre. Latino? Non, enfin, la Renaissance bat son plein. Nous avons découvert tant de choses. Et in greco? Non, Leonardo, je te parle des gogos. Les gogos? Les gaulois! Si. Leonardo, oui, j'ai récemment découvert les beautés insoupçonnées de cette langue. Et qui disent beaucoup, je crois, de notre civilisation et de ce que nous sommes profondément. Veux-tu écouter un petit peu de cette douce... Ah, si. Nata, Grimpicurmida. C'est ce que ça veut dire? Non. Ça veut dire femme, apporte-nous une cervoise. Perfectissimo. Grazie. Comme on dit chez toi, là où j'ai pu, tu sais, durant mes campagnes militaires, au couteau du duché de Milan, découvrir ces beautés. Ton pays est vraiment magnifique. Je les voyais à travers les rues. Je les voyais, ces belles courbures et leurs charpentes magnifiques, leur silhouette qui me rendait ému. Non, pas des femmes. Oui, elles sont charmantes. Elles m'ont donné tout un tas de sobriquets vraiment gentils. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Quelque chose du style stronzo, pas fort. Non, c'est bien. Si. J'aime me sentir aimé par les femmes. Je le sens mieux. Mais tu sais, Leonardo, je crois que les Italiennes sont trop compliquées. C'est trop difficile. Je pourrais conquérir leur pays que je n'en finirais pas de guerroyer avec qui c'est le gentilhomme. Et oui, ces bains qu'ils appellent Arel, la Nerem. Arène. Tout à fait. Qu'en dis-tu? Oui, je pense qu'il faudrait, après toutes ces réflexions, que tu puisses te reposer. D'accord. Femme, apporte-nous une autre femme. Bien, Leonardo. Rentrons dans le château. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. On voyait fleurir dans le royaume les esprits les plus brillants, les plumes les plus raffinées. On entendait les vers les plus charmants et on lisait les œuvres les plus morales. Les chartistes étaient saints de corps et d'esprit autant qu'ils pouvaient l'être. On les sentait déjà en odeur de chasteté, quand soudain arrivèrent de l'Est les premiers troubles qui devaient profondément changer la face de la charte. Je vais t'en faire l'accuser. Calva, le cagneux. Vous êtes accusé de pervertir les bonnes mœurs chartistes. Voici ce que nous avons témoigné contre vous. Vous délaissez les archives
Vous vous intéressez à la dialectique. Vous tentez de réfléchir par vous-même. Bref, vous vous éloignez de la bonne charte et vous tentez de pervertir ses membres en créant la religion camiale. Oui, toi-même. Je pense donc je suis. Calmons-nous, calmons-nous. François, vous êtes conseiller. Quelle est l'histoire de Guerre? Je pense pas que ce type-là, il incarne pas le il est gentil, regardez-le, non, je sais pas trop. Moi, je pense qu'il faudrait trouver un compromis ou quelque chose comme ça, vous savez. Je n'ai pas vraiment d'avis précis là-dessus, mais je sais pas. Il est de mon devoir de rendre la justice. Demandons à la justice elle-même. La justice doit-il périr? Silence, silence. La justice a donné son avis. Qu'il brûle. Moi, c'est pas vrai. J'affronterai la mort tel Socrate. Arrêtez. La charte et la cagne, longtemps se firent la guerre. Que diable allait-il faire dans cette galère? Beaucoup s'exilèrent et bien d'autres périrent. D'autres enfin furent contraints de se convertir. Les chartistes se refirent avec grand effort. Ils partirent 500, mais par de prompts renforts, ils se dirent 3000 dans le royaume de France. Alors que Louis XIV chassait la régence, pour habiter Versailles, la cour quittait Paris, et le roi des abeilles attirait toute la ville. L'œil de bœuf devient le lieu le plus envieux, repère de courtisans de toutes les contrées, et le peuple chartiste, recherchant les honneurs, tenta de pénétrer dans la royale demeure. Leur chemin, par bonheur, croisa celui d'un homme, un drôle de marquis à l'air de gentilhomme, connaissant mieux les mers d'Atlantique et l'Espagne que ce que fut la pire du temps de Charlemagne. Son nom intriguait presque autant que sa personne. Aux oreilles de chacun et à la cour il résonne. Pierre, Jean, Petit-Paul de Saluste et Casal, mieux connu sous le titre de Marquis de Faudard. À l'un d'entre eux, il offre l'insigne privilège de pouvoir un matin assister au cortège qui au roi chaque jour allait rendre l'hommage. Ici s'arrête le mot, contempler les images. Ah bon, mais vous êtes sûr, l'intendant ne vous a pas prévenu ce matin? Le problème de carotte, je suis vraiment navré, grand. Bah alors, bande de chartistes. Versailles. Versailles. Vous devez être secoué, c'est ça, les mots vous manquent, j'imagine. Oui, c'est ça, mais moi aussi, ouais. C'est quand même splendide, non? Vous trouvez pas? D'être dans le cœur, dans ce qu'il y a de plus sublime à notre époque, non? Franchement, avouez, vous êtes bluffé. Et vous allez rencontrer le roi. Le roi? Bon, par contre, je vous m'en parle de suite. Hein. Il aime la concision, le roi. Hein, faut pas trop lui en demander. Ça l'assomme un peu de parler. Donc, on est bref, on est classique, et tout ira bien. Non, parce que moi, je vous le dis, j'ai l'habitude. Hein, on va les rencontrer, les autres, on serre des mains, on mange des petits fours. Bah, d'ailleurs, puisqu'on parle de serrer les mains, quand vous rencontrerez le roi, vous faites quoi? Ah non. Ça c'est hors champ. Hein. C'est même pas envisageable. Hein. Ça l'a jamais été. Non. On vous a pas appris à saluer? C'est une génération inculte, évidemment. Bon. À mon époque, quand on avait son âge, on avait tous lu Le Courtisan. Castiglione, Maquet, et Italiano. Mais non, maintenant, regardez-moi ça. C'est du français. Oh, quand même.
Un homme de votre envergure. C'est un peu mieux. Et si je vous apprenais à saluer pour commencer? Très classique, hein, vous faites comme moi. Faites voir. Oui, c'est novateur. C'est perfectible. Vous commencez voir? Déjà mieux. Non, c'est pas mal. Le roi, je vous l'ai déjà dit, ne supporte pas les paroles en l'air. Donc, c'est mieux si vous évitez de lancer la conversation. Attendez qu'il vous adresse la parole. Attendez que soudain, une idée traverse son esprit et qu'il lance de lui-même la conversation. Et s'il vous interroge, que répondrez-vous? Oui, c'est la meilleure idée, effectivement. Mais surtout, de la clarté. Précisément. De la simplicité. Et tenez-vous bien droit. Vous savez, on vous amènera sans doute à parler de tas de choses, hein, de vos études, du temps qu'il fait, de la galerie des glaces. Et on ça n'aurait pu être très long, là, je pense que Sa Majesté va arriver. Ah bah tiens, voilà. Ce matin... Le rouet. Bon, c'est à nous, mettez-vous au fond. Sa Majesté le rouet Louis XIV. Vous ne me saluez pas, Marquis? Sa Majesté, je suis honoré, vous resplendissez ce matin. Vous me prenez au dépourvu, je ne suis point perruqué et nu-pied. Que diable. D'ailleurs, c'est l'heure de mon cours de danse. Mais où sont passés mes musiciens? Les musiciens du rouet. La musique du rouet. Les chaises du rouet. Votre Majesté, c'est splendide, vraiment. Vous vous améliorez de jour en jour. Dites-moi, mon cher Marquis, quelle est donc cette serpillière que vous m'avez dit? Ça, c'est un chartiste, allez debout. Ça, il est venu offrir ses services pour votre cour. Et dites-moi, monsieur le chartiste, quels sont vos domaines de compétence? Ibant obscuri, sola sub nocte, per umbram. Bluffant. Enfin, quelqu'un qui parle le latin dans mon royaume. Bien, approchez, cher ami, approchez. Et plus près, plus près. Vous servirez
le roi de votre royaume. Alors. Merci, Majesté, merci. Venons. Le roi sort. Commence en France des temps nouveaux. Les consciences sont en crise, à l'heure où l'idée de patrie émerge dans les esprits et dans les cœurs. Un livre, et à toutes les étagères des librairies. La noblesse et la roture se l'arrachent. Il n'y a dans le cœur des hommes plus qu'une voix qui résonne, celle du barde Ossian. Les chartistes, toujours au fait de l'activité littéraire du royaume, furent bien évidemment les premiers à lire les bribes de l'Homère du Nord. Aussitôt, se créant en eux un désir irrémédiable de respirer la fragrance celtique et de goûter à la panse de brebis farcie. Hey guys! Welcome to Scotland. Je suis Tribly le lutin d'Arcueil. « 1789. En quelques jours, l'histoire millénaire du royaume des France s'écroule comme un château de cartes. Les têtes tombent, les châteaux aussi. Au sein du peuple de la Charte, un schisme se crée. Certains réfractaires refusent obstinément ce nouvel ordre et restent fidèles au roi. On les appelle A. Les autres se laissent emporter par le sans-culottisme et suivent avec fougue le drapeau tricolore. On les nomme B. Ce brave peuple divisé devra attendre l'Empire pour retrouver son unité. Bonjour messieurs. L'Assemblée nationale, considérant la tranquillité et la sûreté du royaume,
lui commandant de prendre des mesures promptes et efficaces contre les chartistes séditieux qui, malgré l'amnistie, ne cessent de tramer au dehors contre la Constitution, et qu'il est temps, enfin, de réprimer sévèrement ce que l'indulgence n'a pu ramener au devoir et au sentiment de citoyens libres, a déclaré qu'il y a urgence pour les décrets suivants, et le décret d'urgence préalablement rendu a décrété ce qui suit. Article 1er. Les chartistes rassemblés au-delà des frontières du royaume sont dès ce moment déclarés suspects de conjuration contre la patrie. Article 2. Si au 1er janvier prochain, ils sont encore en état de rassemblement, ils seront déclarés coupables de conjuration. Ils seront poursuivis comme tels et puis de mort. Article 3. Quant aux princes chartistes et aux fonctionnaires publics, civils et militaires, qu'il était à l'époque de leur sortie du royaume, leur absence à l'époque ci-dessus, citée du 1er janvier 1792, les constituera coupables du même crime de conjuration contre la patrie. Ils seront punis de la peine portée dans le précédent article. Article 4. Tout chartiste qui sort hors du royaume, embauchera et enrôlera des individus pour qu'ils se rendent au rassemblement énoncé dans les articles 1er et 2 du présent décret sera puni de mort, conformément à la loi du 6 octobre 1790. La même peine aura lieu contre toute personne qui commettra le même crime en France. Article 5. L'Assemblée nationale charge son comité diplomatique de lui proposer les mesures que le roi sera lié de prendre, au nom de la nation, à l'égard des puissances étrangères limitrophes, qui souffrent sur leur territoire des rassemblements de chartistes fugitifs. Article 6. L'Assemblée nationale déroge expressément aux lois contraires au présent décret. Article 7. Le présent décret sera porté dans le jour à la sanction du roi. Merci messieurs, au revoir. Ah, ça ira, Ça ira, ça ira. Les jeunes à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les chartistes là, on les aura. Tant de gloire sommeillait dans les plaines du vieux continent. À l'ombre des oliviers, l'Italie fut conquise à force de courage. Ce fut ensuite, autour du pays des pyramides, de tomber entre les serres de liège. La perfide avion n'en avait pas fini de semer la discorde en Europe pour faire face au petit Corsican. Recrutant parmi les chartistes tout ce qui se faisait de mieux en cette terre pour percer le flanc de ses adversaires, menant ses troupes de Bologne jusqu'à Vienne, s'emparant d'Ulm, il força la marche en direction de la Moravie pour circonvenir les forces austro-russes. C'est aux environs d'Austerlitz que l'empereur les attend dans la brume opaque. Face à lui, le plateau de Pratzen, où s'est déployé l'ennemi, se trouve être la clé de voûte de cette tactique. Au petit matin, augurant sa victoire, le ciel se dégage et laisse place à ce qui deviendra le soleil d'Austerlitz. L'oignon frit à l'huile, j'aime l'oignon, car il est bon. J'aime l'oignon frit à l'huile, j'aime l'oignon, j'aime l'oignon. Au fracas
camarade, au pas camarade, au pas, au pas, au pas. Au pas camarade, au pas camarade, au pas, au pas, au pas. Offrit à l'huile, à ce lion, nous changeons. À ce lion, offrit à l'huile, à ce lion, nous changeons. Au pas camarade, au pas camarade, au pas, au pas, au pas. Au pas camarade, au pas camarade, au pas, au pas. Et maintenant aux Autrichiens, non pas de lion à tous ces chiens. Aux Autrichiens, non pas de lion, non pas de lion. Au pas camarade, au pas camarade, au pas, au pas, au pas. Au pas camarade, au pas camarade, au pas, au pas, au pas. Car un chartiste a tout prendre caisse. Quelqu'un qui, seul, sans son cœur et connaît les hommes. Un être qui, sans avoir aucun état lui-même, les connaît tous, qui les a tous vécus, depuis les plus bas jusqu'aux plus élevés, excepté le trône. Un chartiste n'a-t-il pas des yeux? Un chartiste n'a-t-il pas des mains? Des organes? Des dimensions? Des sens? De l'affection, de la passion? Si on le chatouille, ne rit-il pas? Si on l'empoisonne, ne meurt-il pas? Si on le fait boire, ne s'enivre-t-il pas? Si on présente une archive, ne s'extasie-t-il pas? Et si on lui fait lire du latin, ne traduit-il pas? Aujourd'hui, Napoléon est mort. Ou c'était peut-être hier, je ne sais plus. Mais maintenant qu'il révolue l'Empire, voici l'an meilleur. Ah, le vierge, le vivace, le bel aujourd'hui. Les chartistes sont pris dans la tourmente de ce 19e siècle naissant et se laissent porter au gré des modes et des fantaisies les plus extravagantes qui soient. Après s'étant troublé, seul le génie du christianisme rassurait encore les hommes. Il y en eut pour rêver de ces contrées retrouvées au-delà de l'Atlantique, pour retrouver à l'homme l'état de sa primitivité. Quel affreux, quel magnifique spectacle. La foudre met le feu dans les bois. L'incendie s'étend comme une chevelure de flammes, des colonnes d'étincelles et de fumée assiègent les nuits qui vomissent leur foudre dans le vaste embrasement. Alors le grand esprit couvre les montagnes d'épaisses ténèbres. Du milieu de ce vaste chaos s'élève un mugissement confus formé par le fracas des vents, le gémissement des arbres, le hurlement de l'incendie et la chute répétée du tonnerre qui siffle en s'éteignant dans les eaux. Le vers et le verbe reprennent de leur verbe. La poésie qui voulait quelque chose d'énorme, de barbare et de sauvage, a trouvé chez les jeunes romantiques le vent frais dont elle avait besoin. Chez ces jeunes écrivains, dont l'isurtisme mérovingien n'est plus approuvé, la liberté, l'égalité et la fraternité des arts font la loi. À la guillotine, les genoux! À la guillotine! À la guillotine, les genoux! Plus de mon sénateur! Plus de mon roturier! Tout ce qui est moyen sur les dollars! Liberté, égalité, fraternité des arts! Oui, vive la France! Aux barricades! Alors, s'assit sur un monde en ruine,
une jeunesse soucieuse. Vint le temps des doutes et des névroses. La poésie serait-elle en train de prendre le pas sur la raison, faisant pousser sans frémir ces portes d'ivoire et les cordes qui nous séparent de l'autre monde? Ô âme, ô espoir, ô vieillesse ennemie, que n'ai-je tant vécu que pour cette infamie, et me suis-je blanchi dans des travaux guerriers, que pour voir en un jour pétrir tant de monde. Alors, pointe de sang! Un pur esprit s'accroît sous les Enfin, ce n'est folle, tout semble permis. La fièvre parisienne a enivré à l'excès les esprits chartistes qui s'élanguissent du terre du Sud, leur véritable patrie. Ils traversèrent la France du nord au sud pendant des jours et des jours et des jours et des jours, et ça faisait des semaines. Enfin, ils virent se profiler à l'horizon le clocher de la Bonne Mère, et leurs narines s'emplirent du tout parfum, du sel marin et de l'anis. C'est l'animation ce soir, hein? Ça donne la soif, hein? Qu'est-ce que tu parles? Oh, je sais pas. On va pas se aussi? Oh, deux pastagas, l'ami! T'as toujours été là. Allez. Voilà. Attention, attention. Allez. C'est bon. C'est nouveau, c'est le Ricard. Eh oui, c'est le Ricard. C'est sorti il y a 2 ans. Et moi, je me suis passé à ma grand-mère. Chaque soir, elle avait son petit pastis. Elle est morte à 50 fois. C'est la moyenne du village, non? C'est la moyenne du village. C'est la vieille folle là-bas, après, il y en a. À force d'avaler la lavande de Paris Noël. Oui. Tu sais, il y a la dernière fois, là, en train de lire le journal, et il était en train de faire des études sur l'alcool. Il était en train de dire oui, voilà, soi-disant que ça filmerait le cancer ou je sais pas quoi. Non, mais ça c'est des liquides. En tout cas, moi je vais te dire, quand je bois, je vais jamais s'amuser. Et je le trouve tout de suite au plus chez les mots. Tu vois? Oui. Et dis-moi. Ça te dirait qu'on écrive des poèmes? Ah, je sais pas trop, pourquoi pas, tiens. Sur la Provence? T'as qu'à faire. Eh, écoute, j'avais déjà 2-3 petites idées comme ça. J'avais pensé par exemple, le chalet est bon. Eh, moi j'avais fait ça. Hein. Ça c'est parce que je vois depuis 8 ans, tu vois. J'avais fait une semaine. Ah, c'est pas mal ça. Peut-être plus le spécial. T'as resté des chiens, et il y a une semaine pour C'est vrai. Bon là, je vais pas revenir sur le parti. Ah. Tu vois, là je commence un peu à mieux penser. Là je me dis, tiens, s'il fallait pas rajouter des mots à la fin. Ah, tu veux dire en plusieurs phrases? Oui, bah, pour faire le poème. Ça vous êtes peut-être les gens ici. Mais je sais pas trop. Et par exemple, je suis habitué. L'azur. Pourquoi c'est pas bon? Parce que j'ai dit qu'il y a plus dur. Ça sonne faux. C'est vrai que ça sonne faux. Mais le ciel, hein, il est pas si beau chez nous. Il est azur, non? Il vaut bien 4 fois l'azur, non? Je sais. Oui. Ça, c'est pour plus tard. Il ne faut pas le dire aux enfants. Non, ça, je ne faut pas le dire aux enfants. Mon ami,
On finit le verre. Oh, ça va, c'est une espèce d'expérience. C'est pas ce qui est mal à ça me fait. Ça tient. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'ai pas fini après. Je pense qu'il faudrait une deuxième bouteille. Allez. Oh Toulouse, à la charte tu manquais tant. Comme il est bon de retrouver tes briques roses et tes clochers élancés. Les chartistes, enfin, ont reconquis leur terre, où ils peuvent désormais retrouver leur place parmi les notables du Capitole. Il avait fière allure, le peuple de Chartres. Il était grand, il était beau, il sentait bon le sable chaud. Après avoir connu heures et déboires, après avoir traversé des siècles d'histoire, il a maintenant la charge de la raconter, afin que nul n'en ignore, et que chacun sache tout au long de sa vie, hic fuit, qu'artiste-il, pour que la charte vive. Benedicatus omnipotens et ne pas et carta. Amen.